Vivian Blackwell n'avait jamais été habituée à demander la permission. À 45 ans, elle avait passé une grande partie de sa carrière dans des salles où son nom suffisait à faire taire les objections. Elle obtenait les ressources dont elle avait besoin, déplaçait les réunions, changeait les priorités et imposait ses décisions avec une assurance presque mécanique. Alors, ce mardi matin, lorsque son téléphone s'éteignit à 8h47, quelques secondes seulement avant une réunion qu'elle jugeait capitale, elle ne paniqua pas. Elle regarda autour d'elle et aperçut Ethan Cole près des ascenseurs. Sans même s'excuser, elle tendit la main vers son téléphone. Ethan la regarda brièvement, déverrouilla l'appareil et le lui donna. Vivian chercha immédiatement le numéro de Walter Keane, le président de Keane Industrial Systems. Rien. Elle recommença avec simplement « Walter ». Toujours rien. Agacée, elle demanda à Ethan s'il avait au moins enregistré le numéro du président. Ethan répondit calmement « Essayez Walt ». 3 lettres. C'est tout ce qu'il fallut. Un seul contact apparut à l'écran. Pas de nom de famille. Pas de titre prestigieux. Pas même le mot « président ». Seulement 2 mots, Uncle Walt. Vivian resta immobile. Et si vous aimez les histoires où la personne que tout le monde sous-estime finit par devenir celle dont tout le monde a besoin, restez jusqu'au bout, parce que ce que Vivian allait découvrir dans les heures suivantes allait bouleverser toute sa vision d'Ethan Cole. Keane Industrial Systems existait depuis plus de 40 ans. L'entreprise fabriquait des équipements industriels lourds utilisés dans l'aéronautique, la logistique et plusieurs infrastructures municipales. Son siège n'avait rien de spectaculaire. Le logo semblait appartenir à une autre époque et les employés y restaient souvent pendant des décennies. Tout avait commencé avec Walter Keane, un ingénieur qui avait transformé un petit entrepôt loué et quelques machines vieillissantes en une entreprise respectée. Au fil des années, Walter avait appris à reconnaître une qualité devenue rare dans les grandes organisations, la mémoire. Il savait que certaines erreurs coûtaient cher précisément parce que les nouveaux dirigeants oubliaient ce que les anciens avaient déjà appris. 6 mois avant les événements de cette histoire, Vivian Blackwell avait été nommée directrice générale. Le conseil d'administration voulait moderniser l'entreprise, réduire les dépenses et améliorer rapidement les résultats financiers. Vivian avait exactement le profil recherché. Elle avait travaillé pour plusieurs grandes sociétés et s'était forgé une réputation de dirigeante capable d'augmenter les bénéfices rapidement, même lorsque cela impliquait des restructurations douloureuses. Dès ses premières semaines, elle réorganisa plusieurs départements, remplaça certains cadres et introduisit une nouvelle philosophie, moins de prudence, plus d'efficacité, plus de résultats immédiats. Ethan Cole, lui, ne correspondait pas à son idée du dirigeant moderne. Il conduisait un vieux SUV de 10 ans, portait des chemises simples et quittait généralement le bureau à une heure régulière. Pourtant, il supervisait les opérations de 3 usines et connaissait chaque détail de leur fonctionnement. Il ne participait presque jamais aux dîners privés où les cadres échangeaient des compliments et construisaient leurs alliances. Il préférait les chiffres, les rapports et les problèmes concrets. Pour Vivian, il était simplement un responsable opérationnel compétent, mais sans véritable ambition. Elle changea d'avis lors d'une réunion budgétaire. Vivian proposait de réduire les équipes chargées de l'entretien de 2 usines. Sur le papier, les économies semblaient évidentes. Ethan consulta les chiffres pendant quelques secondes avant de relever la tête. Il expliqua que 3 machines fonctionnaient déjà au-delà de leur période d'entretien recommandée. Si l'une d'elles tombait en panne, les réparations d'urgence et l'arrêt de production coûteraient davantage que les économies prévues sur une année entière. Il cita les codes exacts des machines, 2 incidents survenus plusieurs années auparavant et même les coûts associés à ces pannes. Vivian n'avait pas prévu une opposition aussi précise. Elle aurait pu examiner les chiffres. Au lieu de cela, elle demanda devant les autres cadres si Ethan pensait diriger l'entreprise lui-même. Ethan répondit simplement qu'il présentait les données disponibles et qu'il appartenait à la direction de décider. Sa réponse était calme, presque impossible à attaquer. Mais Vivian n'oublia pas cet instant. À partir de ce jour, elle commença à considérer Ethan comme un problème. Pas parce qu'il provoquait des conflits, mais précisément parce qu'il refusait de faire semblant d'être d'accord. Les semaines suivantes, elle ne l'attaqua jamais ouvertement. Elle procéda autrement. Des réunions importantes furent organisées à des heures où Ethan devait être dans les usines. Une amélioration logistique qu'il avait développée pendant des mois fut présentée à la direction sans que son nom apparaisse sur les documents. Dans certaines communications, Vivian commença même à le désigner comme un simple responsable d'atelier, alors que son véritable poste était bien plus important. Ethan remarqua tout.
Il ne protesta pas. Il continuait son travail, arrivait tôt, analysait les problèmes et envoyait ses rapports. Puis vint le dossier Redmond Aerospace. Ethan découvrit qu'une modification des contrats fournisseurs risquait de provoquer des retards chez ce client, dont les commandes représentaient près de 90 millions de dollars par an. Il rédigea une analyse détaillée, accompagnée de données précises et d'une évaluation des risques. Vivien reçut le document. Elle ne répondit pas. 3 semaines plus tard, la modification qu'Ethan avait déconseillée fut appliquée. Ce qu'Ethan ignorait encore, c'est que cette décision allait bientôt devenir le plus gros problème de Vivien. Et surtout, personne dans l'entreprise ne savait encore pourquoi Walter qui n'avait commencé à demander personnellement les anciens rapports opérationnels d'Ethan. Mais avant que Walter n'arrive au siège, Vivien allait faire une découverte beaucoup plus dérangeante, et cette fois, elle ne pourrait plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Dites-moi simplement depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette histoire. J'aime savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Et surtout, restez bien jusqu'à la suite, car le nom Uncle Walt n'était que le début. Le lendemain de la découverte du contact Uncle Walt, Vivien Blackwell ne parvenait toujours pas à chasser cette image de son esprit. Ce n'était pas seulement le nom qui la dérangeait. C'était la simplicité avec laquelle Ethan avait enregistré le président de l'entreprise, comme si Walter qui n'était pas l'homme qui contrôlait une partie essentielle de son avenir professionnel, mais simplement quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Vivien convoqua Ethan dans son bureau et lui demanda directement quelle était la nature de sa relation avec Walter. Ethan ne chercha pas à esquiver la question. Il lui expliqua que son père, Daniel Cole, avait été l'un des premiers ingénieurs à travailler avec Walter lorsque Kin Industrial Systems n'était encore qu'une petite entreprise. Les deux hommes avaient construit leur carrière côte à côte pendant plusieurs décennies. Après la mort de Daniel, Walter avait continué à prendre des nouvelles d'Ethan. Il lui avait même proposé de l'aider à obtenir un poste dans l'entreprise. Mais Ethan avait refusé. Des années plus tard, il avait simplement répondu à une offre d'emploi public, passé les étapes normales du recrutement et obtenu son poste grâce à ses propres qualifications. Il n'avait jamais utilisé le nom de Walter comme raccourci. Cette réponse aurait dû rassurer Vivien. Au contraire, elle la rendit encore plus méfiante. Elle lui demanda si Ethan avait parlé à Walter de ses décisions, notamment de la restructuration des fournisseurs et des problèmes avec Redmond Aerospace. Ethan répondit non. Il n'avait contacté Walter à aucun moment depuis son arrivée à la direction générale. Il avait suivi la chaîne hiérarchique habituelle, envoyé ses rapports et attendu que ses supérieurs les examinent. Vivien resta silencieuse. Elle comprit alors quelque chose qui la dérangea profondément. Ethan n'était peut-être pas derrière les demandes de Walter. Peut-être que Walter avait découvert les problèmes tout seul. Quelques heures plus tard, Miles Davenport, le directeur financier, apporta l'information qui confirma cette possibilité. Redmond Aerospace avait contacté directement Walter. Leur direction voulait comprendre pourquoi plusieurs avertissements internes concernant les délais avaient été ignorés. Walter avait demandé à voir les rapports originaux. Et dans les premiers documents qu'il avait reçus, un nom revenait constamment, Ethan Cole. Le même homme que Vivien avait commencé à marginaliser. Le même homme dont les recommandations avaient été ignorées. Le même homme dont le travail avait ensuite été présenté comme provenant du bureau de Vivien. La situation devenait dangereuse. Vivien savait que Walter arriverait bientôt au siège pour examiner les résultats trimestriels. Elle avait prévu de lui présenter une entreprise parfaitement maîtrisée, avec des bénéfices en hausse et un plan stratégique ambitieux. Mais maintenant, elle savait que Walter possédait déjà des informations qui risquaient de détruire cette présentation. Elle avait deux choix, reconnaître les erreurs ou contrôler le récit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Elle choisit la deuxième option. Elle fit venir Ethan une nouvelle fois dans son bureau. Cette fois, un document attendait sur son bureau. Il s'agissait d'une proposition de promotion. Nouveau titre, augmentation de salaire, équipe supplémentaire et davantage de responsabilités. Pour quelqu'un d'autre, cela aurait ressemblé à une récompense exceptionnelle. Ethan parcourut les premières pages sans rien dire. Puis Vivien lui expliqua ce qu'elle attendait réellement de lui. Pendant la réunion avec Walter, Ethan devait présenter les problèmes de Redmond comme des difficultés opérationnelles anciennes, et non comme les conséquences des décisions prises depuis l'arrivée de Vivien. Elle lui demanda de parler de manière suffisamment générale pour éviter que certaines décisions précises ne soient examinées. Ethan leva lentement les yeux vers elle. Il lui demanda si elle lui proposait une promotion ou si elle essayait simplement d'acheter son silence. Vivien ne répondit pas directement.
Elle lui rappela que les périodes d'incertitude professionnelle pouvaient être difficiles, surtout lorsqu'on avait une famille à charge. La phrase était polie, mais Ethan comprit parfaitement le message caché. Il repoussa le document vers elle. Il lui expliqua que sa fille avait besoin qu'il conserve son travail, mais qu'elle avait aussi besoin d'un père capable de lui montrer qu'on ne vend pas sa vérité lorsqu'elle devient inconfortable. Puis il se leva et quitta le bureau. Vivian resta seule quelques secondes. Elle venait de perdre son dernier moyen de contrôle. Furieuse, elle appela Naomi Pierce, la directrice des ressources humaines, et lui demanda de préparer une procédure visant à exclure Ethan de la réunion avec Walter pour insubordination et violation de la chaîne hiérarchique. Naomi demanda des preuves concrètes. Vivian n'en avait aucune qui puisse réellement justifier une telle mesure. Naomi refusa donc d'engager une procédure disciplinaire sans documentation suffisante. Vivian mit fin à l'appel, prit elle-même un formulaire administratif et signa une exclusion temporaire de la réunion. Le lendemain, Walter Keane arriva au siège peu après 13 heures. Il entra dans le bâtiment avec 2 membres du comité de surveillance du conseil. Il salua plusieurs employés par leur prénom, y compris certains qui n'occupaient aucun poste de direction. Vivian observa la scène sans rien dire. Elle avait préparé chaque détail de la réunion, les documents, les chiffres, les présentations, l'ordre des interventions. Elle était convaincue qu'elle pouvait encore maîtriser la situation. La réunion commença. Vivian parla pendant environ 1 minute et demie avant que Walter ne pose calmement une main sur le dossier placé devant lui. Il referma le document. Puis il regarda Vivian. « Où est Ethan ?» Le silence tomba immédiatement. Vivian expliqua qu'Ethan gérait une affaire interne et qu'il ne participerait pas à la réunion. Walter demanda quelle affaire. Elle répondit qu'il s'agissait d'un problème administratif. Walter demanda qui avait pris cette décision. Vivian répondit qu'elle l'avait prise. Walter ne se mit pas en colère. Il n'haussa même pas la voix. Il posa simplement une autre question, qui a signalé le premier risque concernant Redmond Aerospace. Personne ne répondit immédiatement. Miles ouvrit son ordinateur et retrouva les courriels. Naomi fournit les documents originaux. Walter continua, qui a recommandé de ne pas modifier les contrats fournisseurs? Cette fois, le nom d'Ethan apparut clairement dans les archives. Puis Walter demanda qui avait approuvé la modification malgré cet avertissement. Tous les regards se tournèrent progressivement vers Vivian. Elle sentit alors le contrôle de la réunion lui échapper. Mais ce n'était pas encore le pire. Walter demanda qu'on fasse venir Ethan immédiatement. Le coordinateur hésita à cause du formulaire d'exclusion signé par Vivian. Walter répéta calmement sa demande. Quelques minutes plus tard, Ethan entra dans la salle sans présentation préparée, sans discours et sans même savoir exactement ce qui venait de se passer. Walter lui demanda simplement si le contrat Redmond pouvait encore être sauvé. Ethan répondit oui. Il expliqua qu'il avait déjà préparé un plan de récupération permettant de réorganiser certains fournisseurs, de déplacer temporairement une partie de la main-d'œuvre entre les usines et de rétablir progressivement le calendrier de livraison. Mais il ajouta quelque chose qui fit changer l'expression de plusieurs personnes autour de la table. Redmond devait recevoir une explication honnête. Si l'entreprise continuait à présenter les retards comme un simple problème d'exécution alors que les clients connaissaient déjà l'historique des décisions, la relation commerciale risquait de devenir impossible à sauver. Walter regarda Miles. Miles ouvrit un autre courriel reçu quelques heures auparavant. Redmond Aerospace avait officiellement demandé qu'Ethan dirige directement la récupération du contrat. Il connaissait son travail. Il lui faisait confiance. Et ils avaient clairement indiqué que si Ethan n'était pas impliqué, ils pourraient reconsidérer l'avenir de leur partenariat avec Keane Industrial Systems. Vivian sentit son estomac se nouer. L'homme qu'elle venait d'exclure de la réunion était précisément celui que leurs clients exigeaient de voir. Et Walter n'avait pas encore posé la question la plus importante, pourquoi Vivian avait-elle essayé de faire disparaître Ethan de cette salle? La réponse allait bientôt transformer une simple erreur de gestion en quelque chose de beaucoup plus grave. Walter resta silencieux quelques secondes après avoir entendu la demande de Redmond. Puis il posa les yeux sur Vivian. Il n'y avait ni colère spectaculaire ni accusation théâtrale dans son regard. Seulement une déception froide, beaucoup plus difficile à supporter. Il lui demanda pourquoi Ethan avait été exclu de la réunion alors que son nom apparaissait dans les premiers rapports concernant le problème de Redmond et que le client lui-même demandait maintenant sa présence. Vivian tenta d'expliquer qu'il existait des préoccupations concernant le respect de la chaîne hiérarchique.
Walter lui demanda alors de montrer le document prouvant ses préoccupations. Vivien hésita. Naomi intervint et expliqua qu'aucune procédure disciplinaire officielle n'avait été engagée contre Ethan. Le seul document existant était celui que Vivien avait elle-même signé quelques heures plus tôt pour l'écarter de la réunion. La pièce devint silencieuse. Miles commença à présenter les courriels originaux. Le premier était l'avertissement d'Ethan concernant les contrats fournisseurs. Le second montrait que la modification avait été approuvée malgré cet avertissement. Un autre document démontrait que le plan de récupération présenté comme une initiative stratégique du bureau de Vivien avait en réalité été préparé par Ethan. Chaque nouvelle pièce réduisait un peu plus l'espace dont Vivien disposait pour se défendre. Elle pouvait encore prétendre qu'il s'agissait d'erreurs de communication, mais les dates, les signatures et les courriels racontaient une histoire différente. Walter demanda alors à Ethan de lui expliquer directement ce qui s'était passé. Ethan ne chercha pas à humilier Vivien. Il décrivit simplement les événements dans l'ordre. Il avait identifié le risque, l'avait signalé, puis la décision contraire avait été prise. Lorsque les retards étaient apparus, il avait préparé une solution. Son travail avait ensuite été présenté sans son nom. Il n'ajouta aucune accusation personnelle. Il ne demanda même pas de sanction. Il voulait seulement que la situation soit décrite telle qu'elle s'était réellement produite. Cette retenue impressionna davantage le conseil que n'importe quel discours agressif aurait pu le faire. Walter demanda alors à Ethan s'il pouvait diriger personnellement la récupération du contrat Redmond. Ethan répondit qu'il le pouvait. Il connaissait les équipes, les fournisseurs et surtout les interlocuteurs de Redmond. Il savait exactement où les délais avaient commencé à déraper et comment les rétablir. Mais il précisa qu'il aurait besoin d'une autorité opérationnelle claire pour agir rapidement. Walter acquiesça. Puis il se tourna vers Vivien. Il lui expliqua que la relation personnelle entre Ethan et lui n'avait jamais donné à Ethan un passe-droit. Bien au contraire. Walter révéla qu'Ethan avait refusé plusieurs fois son aide professionnelle. Des années auparavant, il lui avait même proposé un poste de direction plus élevé, mais Ethan avait décliné, estimant qu'il devait d'abord acquérir davantage d'expérience. Walter avait respecté cette décision. Il avait volontairement gardé ses distances afin que personne ne puisse prétendre qu'Ethan avançait dans l'entreprise grâce à leur relation. Puis Walter prononça une phrase qui changea complètement la perspective de la réunion. Ce n'était pas la relation entre Ethan et lui qui avait déclenché son intervention. C'était la documentation. Walter avait vu qu'un cadre avait correctement identifié un risque, que ce risque avait été ignoré, que le problème s'était ensuite produit et que le même cadre avait préparé la solution. Ce qui l'inquiétait n'était donc pas Ethan. C'était la manière dont l'information avait été traitée. Miles posa alors 2 documents supplémentaires sur la table. Le premier était la proposition de promotion que Vivien avait donnée à Ethan. Le second était le formulaire utilisé pour l'exclure de la réunion. Walter les regarda longuement. Il expliqua que, pris séparément, chacun pouvait être interprété de différentes manières. Mais ensemble, ils donnaient une image beaucoup plus grave. Après avoir découvert la relation entre Ethan et Walter, Vivien avait tenté de modifier le récit des événements, puis avait cherché à empêcher Ethan de participer à la réunion où ces mêmes événements allaient être examinés. Vivien comprit enfin son erreur. Le nom Uncle Walt n'avait pas détruit sa position. Ce nom avait simplement déclenché sa peur. C'était ensuite elle qui avait pris toutes les décisions qui l'avaient conduite à cette situation. Elle avait appelé les ressources humaines. Elle avait proposé une promotion conditionnelle. Elle avait signé le formulaire d'exclusion. Elle avait créé elle-même les preuves dont le Conseil disposait maintenant. Quelques semaines plus tard, le Conseil annonça une enquête officielle. L'audit examina les décisions prises pendant la période du contrat Redmond, la manière dont les risques opérationnels avaient été signalés, l'attribution des travaux internes et les circonstances entourant l'exclusion d'Ethan. 6 semaines plus tard, les conclusions furent présentées au Conseil. Elles confirmaient plusieurs problèmes sérieux. Des risques importants avaient été ignorés, certains documents avaient présenté de manière inexacte l'origine de travaux stratégiques et l'autorité de Vivien avait été utilisée contre Ethan après la révélation de sa relation avec Walter. Le Conseil vota finalement la fin du mandat de Vivien Blackwell. La communication publique resta volontairement sobre. L'entreprise parla d'une décision prise après un examen stratégique. Il n'y eut pas de grand scandale médiatique, pas de conférences dramatiques. Mais à l'intérieur de Kin Industrial Systems, tout le monde savait que l'entreprise venait de traverser une crise majeure.
Avant de quitter définitivement son bureau, Vivien croisa Ethan près des ascenseurs. Elle portait une boîte contenant ses affaires personnelles. Elle s'arrêta et lui dit qu'il avait gagné parce qu'il connaissait la bonne personne. Ethan la regarda quelques secondes avant de répondre calmement que, si cela avait été vrai, il n'aurait pas passé 11 années à construire sa carrière sans utiliser ce lien. Puis il la salua et continua son chemin. Pendant ce temps, Ethan se concentra sur Redmond. La récupération du contrat exigea plusieurs semaines de travail intense. Il réorganisa les fournisseurs, coordonna les équipes des 3 usines et rétablit progressivement le calendrier de livraison. Cette fois, son nom figurait sur les documents. Il n'avait pas besoin de le demander. Les résultats parlaient pour lui. Finalement, Redmond confirma que le contrat serait maintenu. Leur directeur des achats envoya même un message au conseil pour souligner la transparence et la compétence démontrées pendant la récupération, en mentionnant Ethan personnellement. Peu après, une proposition arriva dans la boîte mail d'Ethan. Le conseil lui offrait le poste de vice-président des opérations. La décision avait été prise sur la base de ses résultats, de son expérience dans les 3 usines et surtout de son travail durant la crise de Redmond. Walter, conformément aux règles de gouvernance, s'était retiré du vote en raison de sa relation personnelle avec Ethan. Il ne voulait pas que son influence, même involontaire, puisse affecter la décision. Le conseil choisit donc Ethan sans son intervention. Ethan accepta. Le samedi suivant, il retrouva Walter dans un petit restaurant situé à une 40aine de minutes de la ville. Ils avaient l'habitude de se retrouver là depuis plusieurs années. Walter plaisanta en lui demandant si, maintenant qu'il possédait enfin un véritable titre de direction, il allait changer le nom du contact dans son téléphone. Ethan sortit son appareil et le posa sur la table. Le nom était toujours là. Uncle Walt. Walter éclata de rire. Ethan lui expliqua qu'au travail, Walter resterait le président. Mais pour lui, il avait toujours été l'ami de son père, l'homme qui avait gardé une place dans sa vie après la disparition de Daniel. Aucun changement de titre ne pouvait modifier cela. Plus tard, Ethan rentra chez lui dans le même vieux SUV qu'il conduisait depuis des années. Sa fille travaillait à la table de la cuisine. Elle lui demanda comment s'était passé son déjeuner. Ethan répondit simplement que tout allait bien. Elle demanda si Uncle Walt allait bien. Ethan sourit et répondit que oui. Ce soir-là, il s'installa devant ses nouveaux rapports opérationnels. Les chiffres n'étaient pas parfaits. Il restait beaucoup de travail. Mais au moins, ils étaient honnêtes. Et Ethan savait exactement quoi faire avec des chiffres honnêtes. Au fond, cette histoire n'était pas celle d'un homme qui possédait secrètement l'entreprise ou qui attendait depuis des années le moment de révéler son influence. C'était l'histoire d'un homme qui avait refusé de transformer une relation personnelle en avantage professionnel. Il aurait pu utiliser le nom de Walter dès le premier jour. Il ne l'avait pas fait. Il aurait pu répondre aux attaques de Vivien en appelant directement le président. Il ne l'avait pas fait. Il aurait pu utiliser son influence pour obtenir une promotion. Il l'avait même refusé. Ce qui avait finalement changé sa vie n'était pas le nom enregistré dans son téléphone. C'était son travail. Vivien avait regardé Ethan et avait vu un homme sans réseau, sans ambition politique et sans envie de jouer au jeu du pouvoir. Elle avait eu raison sur une partie. Ethan ne jouait effectivement pas à ces jeux. Mais elle avait complètement tort sur le reste. Parce que derrière cet homme discret se trouvait quelqu'un qui avait gagné quelque chose de bien plus difficile à obtenir qu'un titre, la confiance. Et le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que le contact Uncle Walt n'avait jamais été destiné à être un secret. Il était simplement resté là, comme il l'avait toujours été. Un nom simple dans un téléphone. Un souvenir d'une vieille amitié. Et pourtant, en quelques secondes, 2 mots avaient révélé une vérité que Vivien aurait préféré ne jamais découvrir. Alors dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays ou quelle ville regardez-vous cette histoire? Et si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner, parce que parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est justement celle qui connaît la vérité que tout le monde cherche à cacher.